Bien, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Écoutez, on a déjà le son. Un grand merci de participer à ces tentatives de colloque digital, numérique, que nous organisons depuis l'année dernière. Ça faisait 2 ans que nous avons travaillé sur cette journée autour des violences sexuelles dans le sport, avec le soutien d'ailleurs du ministère des Sports, mais aussi de la délégation régionale à la jeunesse et les sports, et de certains partenaires institutionnels comme et nous sommes pour échanger sur des questions qui nous concernent directement et sur lesquelles vous travaillez puisque vous êtes délégué. Je ne vous entends pas. Et je vous entends. On a coupé le micro, mais elle ne nous entend pas quand je coupe le micro parce que c'est le docteur. Là, vous m'entendez? Là, je vous entends, oui. Très bien. Donc, un grand merci toujours d'être avec nous. Et nous sommes heureux d'aborder en début d'après-midi, avant la table ronde, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur concernant les violences sexuelles dans le sport. C'est un phénomène qui existe sûrement depuis que l'homme existe et que le sport existe, mais la prise de conscience paraît récente. Quelles sont les réponses que le ministère des Sports a mis en œuvre ces dernières années autour de cette prise de conscience qui a été tellement longue et lente de cette problématique? Alors, peut-être est-il utile de rappeler en effet quelques éléments de contexte. Vous avez raison de rappeler que ce sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet nouveau. Et d'ailleurs, les différents intervenants qui se sont succédés dans la matinée l'ont bien rappelé. L'histoire de ce sujet est marquée par quelques événements et témoignages marquants de victimes qui ont eu le courage de dénoncer les faits dont elles avaient été victimes. Donc évidemment, on a en tête le témoignage de Madame Moyon-Debec en 97, 10 ans après de Madame de Mongeau, et on peut considérer que on a eu à faire face fin 2019, début 2020 à une déflagration qui a conduit à une libération de la parole dans le monde du sport, mais bien sûr pas seulement, hein, puisque le mouvement MeToo est passé par là. Et dans le champ du sport en particulier, on a pu aussi assister à un certain nombre de scandales qui ont été dénoncés à l'international, hein, que ce soit dans la gymnastique aux États-Unis, dans le football en Angleterre, etc. Donc on est sur un sujet, encore une fois, qui n'est pas nouveau, et ce n'est pas non plus un sujet nouveau sur lequel le ministère chargé des Sports travaille, puisque en 2007-2008, à l'initiative de Madame Bachelot, qui était alors ministre de la Santé et des Sports, avait été engagé un premier plan de lutte contre les violences sexuelles. En tout cas, on peut constater aujourd'hui que le temps a changé et que, en effet, aujourd'hui, les victimes se manifestent davantage et que leur parole, surtout, est mieux prise en compte, même si bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, on peut rappeler, Madame la ministre l'a fait dans son propos introductif, hein, que la déflagration fin 2019-2020, elle est liée, comme vous le savez, à l'enquête Disclose, hein, qui avait mis en évidence un certain nombre de faits de violence sexuelle, et au-delà des faits stricto sensu, des difficultés avec lesquelles ces faits avaient pu être pris en compte, voire sanctionnés, ou plutôt non sanctionnés. Donc, s'en est suivi le témoignage de Madame Abitbol, et le 21 février 2020, la ministre a réuni Convention nationale de lutte contre les violences sexuelles dans le sport, et c'est à cette occasion qu'elle m'a confié la responsabilité de coordonner au niveau national une stratégie de lutte contre les violences sexuelles, à la fois de traitement des signalements et de prévention avec l'ensemble des acteurs. Elle s'est également engagée à ce moment-là à
organiser régulièrement des temps qui permettraient de dresser le bilan des avancées par rapport aux engagements qu'elle avait pris. C'est ce qui a eu lieu le 1er juillet. Avait été présenté à cette occasion le bilan de la cellule qui a été mise en place pour traiter les signalements. Et plus récemment, vous avez dû le voir le 2 avril avec la deuxième convention nationale. Donc, dans ce contexte-là, je travaille bien sûr depuis maintenant un peu plus d'1 an avec les équipes de la direction des sports pour élaborer et au-delà de l'élaboration, bien sûr, mettre en œuvre les actions de cette stratégie nationale. Alors, merci. Et c'est la première fois, enfin du moins c'est la sensation qu'on a, que le ministère se saisit à bras-le-corps de cette problématique. Mais est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les axes finalement de travail identifiés dans cette grande stratégie nationale? Oui, alors on est sur un sujet, vous l'avez bien montré hein, dans les différentes interventions, on est sur un sujet d'abord qui est un sujet extrêmement difficile. Ce n'est pas la première fois hein, que des actions sont engagées pour traiter de ce sujet sous l'impulsion du ministère, mais on voit bien qu'il y aura, je pense, un avant et un après 2020 sur cette question qui est difficile parce qu'elle touche aux relations humaines et à leur dérive jusqu'au pire. Et la libération de la parole qu'on connaît depuis maintenant plusieurs mois en révèle aussi l'ampleur. Donc, c'est un sujet que le ministère des Sports ne peut pas aborder tout seul. Il doit être abordé, je le dis souvent, avec beaucoup d'humilité et c'est un sujet qui nécessite, et on y reviendra peut-être, beaucoup de détermination et de pugnacité tant les obstacles sont nombreux et il nous faut sur ces sujets-là du pragmatisme. Alors, c'est ce qui sous-tend l'action que je conduis avec les équipes au niveau national mais aussi au niveau territorial avec 4 objectifs qui ont été fixés par la ministre. Le premier consiste à sécuriser le traitement des signalements de plus en plus nombreux qui sont transmis au ministère, avec un enjeu hein, qui est que ces signalements, on y reviendra tout à l'heure, nourrissent la réflexion en matière de prévention. Le deuxième objectif, c'est la mise en place du contrôle d'honorabilité des bénévoles licenciés des fédérations sportives, qui est bien, il faut le concevoir comme tel, la première étape hein, d'une stratégie de prévention. C'est l'élaboration et la déclinaison d'un plan national avec les acteurs concernés, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer depuis le niveau national une stratégie qui n'aurait pas été partagée avec les principaux concernés. Et puis enfin, c'est la généralisation des formations qui sont destinées à l'ensemble de l'écosystème sportif. Alors tout cela s'inscrit dans une démarche qui doit être aussi résolument interministérielle, vous l'aurez bien compris, puisqu'on traite de la question de la protection de l'enfance. Nous avons besoin sur ces sujets de travailler en lien étroit avec le ministère de la Justice, avec le ministère chargé de l'égalité hommes-femmes, ministère de la Santé, bien sûr le ministère de l'Éducation. Hein. C'est la raison pour laquelle, dès février 2020, la stratégie du ministère des Sports a été inscrite hein, dans la stratégie gouvernementale et portée par les différents ministres. C'est là où j'insistais sur une prise de conscience d'une part, mais aussi la volonté de se saisir à bras-le-corps de l'ensemble du problème avec tous les acteurs. Donc l'interministériel, c'était presque une évidence aujourd'hui, mais c'est possible. Donc un grand merci de pouvoir vous engager avec les autres ministères dans ce combat et cette lutte. Mais très concrètement, qu'en est-il des signalements dont vous avez eu connaissance depuis début 2020? Parce qu'on libère la parole, c'est bien, alors c'est souvent une réalité, mais quelles suites sont données à l'ensemble de ces signalements dans le milieu sportif? Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que nous avons mis en place au sein de la direction des sports hein, une cellule de recueil, de suivi des signalements,
mais aussi d'accompagnement des services et des fédérations qui vont avoir à donner suite à ces signalements, et je vais vous expliquer comment ça s'organise. La cellule ayant aussi pour mission d'orienter les victimes lorsqu'elles s'adressent à elles dans la perspective d'un accompagnement. Alors, quelques chiffres clés, hein, peut-être pour vous expliquer un petit peu là où on en est, même si ça a été un petit peu dit par les autres intervenants, je ne vais pas être trop longue là-dessus, sachant que le bilan statistique de la cellule est en ligne, hein, sur le site internet du ministère. Alors peut-être aussi une petite précaution sur cette question du bilan, hein, de la cellule et des signalements qui sont transmis au ministère, pour dire que nous n'avons pas aujourd'hui la prétention de pouvoir dresser un bilan exhaustif de la situation des violences sexuelles dans le sport. La cellule aujourd'hui n'a évidemment pas connaissance de tous les faits de violences sexuelles, et le bilan que le ministère peut faire aujourd'hui, c'est bien sûr le bilan des faits qui ont été signalés au ministère des Sports. C'est important de le rappeler, hein. Madame Noger, d'ailleurs, dans son propos, a eu raison, hein, d'insister sur la nuance nécessaire apportée à ces données chiffrées. Ça me semble quand même important de les partager avec vous, parce que ces données chiffrées, elles apportent un éclairage sur une réalité qui est inscrite dans une temporalité, hein. Donc, je rappelle juste que le 1er juin, quand la ministre a adressé le premier bilan, nous étions à 177 signalements, 421 à la mi-février, 455 le 2 avril. Donc, ces chiffres contribuent à objectiver ce qu'on appelle la libération de la parole, même si, encore une fois, ils ne prétendent pas à l'exhaustivité. Cette cellule, elle a été créée prioritairement, hein, pour traiter des sujets de violence sexuelle. C'est le cas puisque 90% des signalements que nous traitons relèvent des faits de cette nature, mais nous avons également à traiter à peu près 10% de faits qui renvoient à des violences psychologiques, physiques, sans forcément qu'elles soient à connotation sexuelle. Évidemment, les violences sexuelles impliquant elles-mêmes aussi des violences psychologiques et physiques, hein, c'est évident. S'agissant des victimes, dans les signalements qui sont aujourd'hui traités par le ministère, c'est une constante, hein, sur le sujet des violences sexuelles et pas que dans le champ du sport, hein. 83% des victimes aujourd'hui sont de sexe féminin. Et un sujet, évidemment, sur lequel je reviendrai s'agissant de la stratégie de prévention, 82% des victimes étaient mineures au moment des faits, et parmi ces mineurs, 63% avaient moins de 15 ans. Ça veut dire qu'il s'agit bien d'enfants victimes. Ce qui est intéressant aussi, et peut-être qui peut apparaître un peu en décalage avec certains propos qui ont été tenus ce matin, c'est que le contexte des violences sexuelles tel qu'on peut aujourd'hui l'appréhender par ce qui remonte au ministère met en évidence que c'est essentiellement dans un contexte de loisirs sportifs que les faits de violence sexuelle nous remontent. Les structures de haut niveau sont aujourd'hui peu représentées parmi les signalements que nous traitons, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de faits de violence sexuelle que ceux qui nous remontent, mais c'est sans doute aussi la traduction, pour aller dans le prolongement de propos qui ont été tenus, l'hypothèse d'une plus grande difficulté de libération de la parole dans ces structures dédiées à la performance. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ce matin et très bien expliqué, hein, sur les mécanismes d'emprise propices aux violences qu'on peut retrouver spécifiquement dans la pratique de haut niveau. Ce qu'il faut dire aussi, le docteur Coste l'a très bien montré, c'est que les violences sexuelles telles qu'elles sont dénoncées et remontées au ministère aujourd'hui se déroulent, c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, parce que ça, là aussi, ça a une influence très forte sur l'axe de la stratégie de prévention. Elle se déroule rarement sur le terrain de jeu, mais plutôt dans les lieux qui relèvent de l'environnement de la pratique, hein, c'est-à-dire dans les vestiaires, c'est-à-dire à l'occasion des déplacements, à l'occasion de stages où les sportifs et les jeunes sont hébergés en dehors de leur domicile familial, etc.
S'agissant des mises en cause, là aussi, c'est une constante. 72% des mises en cause sont des éducateurs sportifs et la très grande majorité, près de 80%, sont des éducateurs sportifs professionnels, les autres étant des éducateurs bénévoles, ce qui n'exclut évidemment pas qu'il y ait d'autres types de mise en cause des dirigeants, des arbitres et aussi ça a été évoqué des sportifs eux-mêmes dans le cadre de violences dites horizontales, ce qui évidemment nous invite à nous interroger aussi sur le traitement différent qu'on doit avoir dans un équilibre sanctions-mesures éducatives quand les auteurs sont les plus jeunes, notamment lorsqu'on parle de violences entre sportifs, par exemple dans le cadre du bizutage. Et donc aujourd'hui, 48 fédérations sportives sont concernées par des faits que nous traitons au sein de la direction des sports. Alors, la garantie qui a été apportée par la ministre en mettant en place cette cellule, c'est que chaque signalement qui est communiqué à la cellule sur la boîte signal-sport@sport.gouv.fr donne lieu à une suite et que nous garantissons, après évidemment les vérifications évidentes qui vont justifier qu'on conduise des procédures, nous allons assurer un suivi dans un environnement juridique dont il faut bien dire qu'il est très complexe, puisque dans le champ du sport, puisque bien sûr il y a des violences sexuelles ailleurs que dans le champ du sport, et les premières violences sexuelles par leur nombre sont les violences intrafamiliales, mais s'agissant du sport, la spécificité est que aux procédures judiciaires que tout le monde connaît, soit parce qu'il y a eu une plainte de la victime ou un signalement de la part de son entourage ou d'une association ou même des services de l'État ou des fédérations, à côté de ces procédures judiciaires, nous avons également des procédures administratives. Alors, j'ai peut-être un problème parce que je vois qu'on m'appelle. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait un souci technique. Donc, j'étais en train de vous dire que, aux côtés de ces procédures judiciaires, sont mises en place des procédures administratives qui sont de la responsabilité du ministère des Sports et de ses services au niveau territorial et notamment au niveau départemental, puisque lorsqu'un éducateur sportif est mis en cause, il peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer, par exemple, et donc ça n'a rien à voir avec la procédure judiciaire, c'est bien une mesure administrative, et dans le champ du sport s'ajoutent des procédures disciplinaires qui sont la compétence des fédérations sportives lorsque le mis en cause est licencié au sein de la fédération sportive. Donc le travail de sécurisation du traitement des signalements, c'est bien sûr d'essayer autant que possible d'articuler au mieux ces différentes procédures, même si bien évidemment elles sont indépendantes entre elles. C'est ce qui a justifié qu'on crée un réseau au sein des fédérations sportives. Aujourd'hui, nous avons un référent par fédération sportive qui est l'interlocuteur exclusif de la cellule et qui va garantir une circulation de l'information dans des conditions de confidentialité que nous devons à la fois à la victime, mais aussi à la personne mise en cause. Donc aujourd'hui, au plan administratif, et pour vous montrer aussi l'ampleur du phénomène et puis de l'impact aussi sur les services du ministère, les 12 dernières années, une vingtaine de mesures administratives avaient été prises à l'encontre de personnes mises en cause pour des violences dans le sport. Nous en étions à 67 le 1er juillet et à 191 mi-février. C'est 20 fois plus en un an. En tout cas, merci, c'est très clair. Et vous avez évoqué le contrôle d'honorabilité. En quoi c'est une première étape en matière de prévention, d'après vous, là, et pourquoi, comment? Alors, donc il faut rappeler ce qu'est le contrôle d'honorabilité, là en 2 mots. Il s'agit de vérifier les antécédents judiciaires des personnes qui exercent des fonctions d'encadrement
qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ou des fonctions de ce qu'on appelle les exploitants d'établissements d'activité physique et sportive, ou les dirigeants s'agissant des fédérations sportives et des structures associatives. Donc ça, c'est cette exigence d'honorabilité, elle est prévue dans le Code du sport, hein, puisque lorsque un éducateur ou un dirigeant a fait l'objet de certaines condamnations pour des faits particulièrement graves, le Code du sport crée ce qu'on appelle une incapacité, c'est-à-dire qu'il y a incompatibilité entre ses antécédents judiciaires et les fonctions exercées dans le monde du sport. Aujourd'hui, la réalité de ce contrôle d'honorabilité est effective s'agissant des éducateurs professionnels, puisque vous savez que pour être aujourd'hui éducateur professionnel, il fait titulaire d'une carte professionnelle qui est délivrée par l'État. Et cette carte professionnelle, elle est délivrée après vérification du diplôme et de l'honorabilité. Concrètement, c'est la vérification que la personne ne figure pas au casier judiciaire B2 ou sur ce qu'on appelle le FIGES, hein, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sur lequel figurent les condamnations pour des infractions les plus graves. Alors, comme je le dis souvent, il ne suffit pas que ce soit inscrit dans la loi pour que la loi soit respectée. On observe aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs dans certains signalements, que, alors même que cette carte professionnelle est obligatoire, tous les éducateurs professionnels aujourd'hui n'en sont pas détenteurs et leurs employeurs ne l'ont pas demandé. C'est un peu comme si un transporteur recrutait un chauffeur routier sans lui demander son permis de conduire. Donc, on a fait un très gros travail de sensibilisation sur cette question. Et aujourd'hui, nous déployons ce même contrôle d'honorabilité pour les bénévoles, puisque jusqu'ici, alors même que l'obligation était inscrite dans le Code du sport, elle n'était effective que de manière aléatoire à l'occasion des contrôles que réalisaient les services du ministère. Désormais, on rentre dans une démarche de contrôle systématique et automatisée avec un croisement des fichiers des licenciés concernés des fédérations sportives avec le FIGES, donc les textes réglementaires qui ont permis d'autoriser le croisement de ces données, puisque ce sont des données personnelles et bien sûr qui présentent une grande sensibilité, ont donné lieu à des modifications réglementaires. Des textes sont sortis le 2 avril, donc nous sommes en ce moment dans une phase test qui va permettre de généraliser le contrôle d'honorabilité aux quelques 2 millions de bénévoles à compter de la prochaine rentrée de septembre 2021. Merci, c'est très complet, c'est très précis. Donc, toutes les personnes qui encadrent actuellement bénévolement ou de manière professionnelle des mineurs dans le cadre du sport ou même des majeurs seront en quelque sorte contrôlées. C'est bien ça? C'est cela, avec une petite précision tout de même. Je rappelle qu'aujourd'hui, le cadre législatif s'applique aux éducateurs sportifs et aux dirigeants. Hein, et l'objectif, qui fait d'ailleurs l'objet, qui doit donner lieu à une évolution législative dans le cadre d'un projet de loi en cours de discussion, serait d'élargir ce contrôle d'honorabilité à l'ensemble des personnes qui contribuent à l'encadrement des mineurs. Puisque aujourd'hui, par exemple, pour prendre un exemple, un arbitre ne fait pas l'objet d'un contrôle d'honorabilité puisqu'il ne rentre pas dans le périmètre prévu par la loi. D'accord, merci beaucoup. Et au regard de tout ce que vous venez de nous préciser et de la dynamique qui est mise en place, quelles sont d'après vous aujourd'hui les conditions d'une politique de prévention efficace ? Alors, je pense que le challenge que nous avons à relever aujourd'hui sur ce sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est difficile, c'est comment est-ce qu'on pourra passer de l'expérimentation, d'expériences aujourd'hui exemplaires qui sont encore trop rares, à la généralisation. Donc, comment faire évoluer les organisations? C'est ce que M. Luneau d'Aurignac appelait de ses voeux dans son propos. Nous sommes sur un sujet qui renvoie à un travail de longue haleine, en profondeur et qui n'est pas forcément très spectaculaire. Hein. Mais pour autant, ce qui nous paraît important, c'est
de pouvoir construire cette stratégie de prévention en associant l'ensemble des acteurs. Alors, quand je dis l'ensemble des acteurs, j'ai parlé de l'interministériel tout à l'heure, des différentes institutions comme le Défenseur des droits, etc. Mais c'est aussi les collectivités locales, le mouvement sportif, les associations qui accompagnent les victimes dans toute leur diversité. C'est ce travail de concertation qui a permis d'aboutir à un certain nombre de propositions d'outils que je vais aussi vous présenter aujourd'hui. Cette stratégie, elle vise aussi à consolider tout le dispositif de recueil de la parole des victimes et d'accompagnement des victimes dans leur démarche et dans leur processus de reconstruction. C'est une des raisons pour lesquelles le ministère a un certain nombre de partenariats avec des associations nationales comme Éthique et Sport avec le docteur Lebar, Colosse au pied d'argile, Sébastien Boy est intervenu ce matin, les Papillons, mais aussi d'autres associations comme La Voix de l'Enfant, le Comité national contre le bizutage, dont le travail est vraiment essentiel et l'expertise reconnue et sur lesquels il est important que l'écosystème sportif puisse s'appuyer. Alors, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment inscrire cette stratégie de prévention dans ce qu'on pourrait appeler la politique publique éducative. C'est-à-dire que il s'agit aussi de replacer le monde du sport et notamment les clubs sportifs qui accueillent les enfants sur leur temps et les jeunes sur leur temps de loisirs dans la continuité éducative avec un objectif prioritaire, je le réaffirme, et les quelques données statistiques que je vous donnais tout à l'heure nous y invitent évidemment. On est bien sur un sujet qui renvoie à la protection du sportif et à la protection de l'enfant. Et donc, le premier travail qu'on a fait dès février 2021, ça a été de partager avec tout le monde, c'est notre hashtag tous concernés, de quoi nous parlons. De quoi nous parlons quand nous parlons de violences sexuelles dans le sport. Donc, il y a un document qui a été largement diffusé depuis maintenant plus d'1 an, qui a été projeté tout à l'heure, qui est un document qui reprécise finalement quel est de quoi nous parlons lorsque nous parlons de violences sexuelles et qui se veut un outil pratique pour repérer un certain nombre de signaux, pour donner des repères et aussi pour accompagner les personnes qui recueillent la parole vers les structures qui sont en mesure d'accompagner les victimes. Et nous avons, je pense collectivement, à faire un effort pour nommer les choses. Nommer les choses, c'est aussi se heurter au discours sur les valeurs du sport, qui est le discours extrêmement répandu, qui a très bien illustré le duo des docteurs Lacambre et Manzanera dans leur intervention. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus, entre guillemets, se contenter, si je puis dire comme ça, de promouvoir les valeurs qui seraient intrinsèques à la pratique du sport. Aujourd'hui, il est extrêmement important qu'on verbalise que dans le champ du sport aussi, il y a des violences et qu'elles doivent être traitées en tant que telles. Et que ça doit s'inscrire dans, finalement, le projet éducatif de l'ensemble des structures qui proposent aujourd'hui une offre sportive. Et pour cela, cette politique de prévention, c'est comme ça que nous l'avons conçue, c'est qu'elle ne doit pas exclusivement s'adresser aux professionnels, à ceux qui seraient les spécialistes de l'encadrement sportif, mais bien aussi aux prescripteurs, c'est-à-dire aux parents qui inscrivent leurs enfants, aux jeunes, aux sportifs, avec un certain nombre de préconisations qui sont finalement des préconisations que chacun, à son niveau de responsabilité, va être amené à respecter
Et si ces préconisations ne sont pas respectées, va pouvoir se sentir autorisé à poser les questions qui vont faire qu'on va peut-être s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont absolument anormaux, alors que jusqu'ici, ils ont été parfaitement tolérés dans le monde du sport. Je prends un exemple, par exemple, ça renvoie aussi au discours et à la sémantique, au vocabulaire qu'on emploie dans le monde du sport. Hein. On parle de la protection du sportif, mais on parle très peu de la protection de l'enfant, de la protection des mineurs, etc. Par exemple, le numéro 119, hein, que tout le monde connaît, hein, qui est le numéro d'alerte de l'enfance en danger, qui, en application de dispositions législatives anciennes, doit normalement être affiché dans tous les lieux qui sont fréquentés par des mineurs, était jusqu'à une période très récente très peu affiché dans les établissements de type équipement sportif, par exemple. Donc, on a travaillé avec le 119, ça nous a permis de diffuser des affiches à la fois dans les collectivités et dans les clubs sportifs. On voit bien d'ailleurs pourquoi, pour que cette stratégie porte ses fruits, on a besoin de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs de proximité. Ça ne peut pas être qu'un sujet national, et c'est bien notre enjeu. Hein, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir irriguer au plus proche des sportifs, jusque dans les clubs. Alors, on a à lutter aussi contre un discours qui est tout à fait légitime aussi, surtout, j'ai envie de dire, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, au regard des difficultés que rencontre le mouvement sportif avec des activités à l'arrêt, etc. On a quand même à lutter contre un discours qui consiste à dire que le sport s'est emparé de ce sujet, souhaite que ce sujet soit traité à sa juste place dans le projet des associations sportives, avec un risque qui serait que finalement ça soit très anxiogène pour le public et que finalement ça soit un peu un repoussoir pour inscrire ses enfants dans les clubs sportifs, etc. Alors, on porte le discours complètement inverse, hein, c'est de dire non, justement, c'est parce que on va traiter de cette question de l'intégrité physique, morale, psychologique des mineurs qui sont accueillis que ça doit être un argument en la faveur de la sécurité du public qui est accueilli, finalement comme si ça devenait un sujet de vigilance collective et donc quelque part un peu un argument marketing. Hein, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller dans un club où on parle de ces sujets et où on montre comment on les traite qu'aller dans un club où c'est un non-sujet. Et donc on voit bien là que ça renvoie à une stratégie qui va devoir conduire à faire évoluer des cultures au sein des associations où finalement on voit que on a des pratiques, comme je le disais tout à l'heure, qui sont considérées comme normales, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et donc, on doit aujourd'hui faire en sorte qu'on s'interroge lorsqu'on confie son enfant à un club sportif en posant la bonne question de qui est l'éducateur qui va prendre en charge mon enfant, comment ça se passe pour surveiller les vestiaires, est-ce que c'est normal que le coach envoie à 23 h des SMS aux sportifs sans que les parents ne soient dans la boucle, est-ce que c'est normal qu'un éducateur sportif héberge et accueille chez lui des sportifs? Tout ça, c'est des choses qu'on connaît et qui perdurent encore aujourd'hui. Hein. Donc, on a vraiment besoin d'agir à la fois sur les structures qui accueillent les enfants, mais aussi sur le public qui fréquente ces structures. On a besoin aussi de contextualiser les messages de prévention. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle on a travaillé à des outils. Alors, je ne sais pas si on pourra les voir, à l'écran, avec à la fois une affiche qui reprend le 119 avec une petite mise en scène autour
des risques qui peuvent concerner les enfants dans le cadre du sport. Et puis, une affiche que j'appelle de manière extrêmement impropre, mais l'affiche des gestes barrières, c'est-à-dire avec des pictogrammes qui renvoient à des pratiques qui, normalement, renvoient à des évidences, mais qui ne le sont pas. Je ne sais pas si on peut la voir, l'affiche. Tout à fait, on va l'afficher à l'écran. C'est celle qui a beaucoup de bleu, blanc, rouge. Au hasard. Clique là-dessus. Et là, tu fais clac. Du coup, on a des... Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui, mais là, du coup, on n'entend plus parce qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. C'est bon. Fabienne, est-ce que vous l'avez à l'écran? Non. Ah. Ouais, nous, on l'a. Elle ne le voit pas? Nous, on l'a. Donc, avec le 119 et les petits pictogrammes. Voilà. Est-ce que vous l'avez avec les petits pictogrammes verticaux, avec le sujet des douches, le sujet des déplacements C'est à gauche, c'est le petit truc à gauche. Au milieu de... Elle veut voir le truc au milieu. Elle veut grossir? Oui. En tout cas, enfin, oui. Ce sont des outils qui sont à disposition de tous les professionnels et qu'on mettra aussi à disposition de tous les participants sur le site internet du CRIAFS. Absolument, donc, je t'en remercie parce qu'au-delà des affiches, ces outils sont dématérialisés et ils ont été conçus pour pouvoir être appropriés par une commune, un club sportif, etc., pour pouvoir y apposer son logo si on le souhaite, etc. Et donc, évidemment, un des enjeux, c'est de les faire circuler de la manière la plus large possible. Donc, je vous remercie beaucoup d'en être le relais. À ces outils grand public s'ajoutent d'autres outils qui sont là plus destinés cette fois aux professionnels, hein, avec des guides juridiques dédiés aux éducateurs, aux formateurs qui interviennent dans l'éducation fédérale ou autre. Donc voilà, cette déclinaison d'outils, évidemment, elle ne se suffit pas à elle-même et elle doit être accompagnée. Et son intérêt majeur, c'est de permettre aux structures sportives de se poser un certain nombre de questions sur la manière justement dont elles traitent aujourd'hui le sujet de l'environnement des sportifs et pas seulement de l'apprentissage de gestes techniques. Ben voilà, je l'ai à l'écran. Donc, je vous laisserai bien sûr en prendre connaissance, ça n'a pas d'intérêt de commenter plus avant maintenant. Toujours sur cette stratégie de prévention, vous dire aussi que nous travaillons bien sûr avec nos cadres. Fabienne, votre micro, je pense que votre micro frotte là et on a du son qui grésille du coup. Ça va mieux là? Ce n'est pas la bonne affiche. Non, on n'est pas très bien, mais on va continuer comme ça. Je vous disais, nous travaillons… ça y est, c'est bien, merci. Avec les cadres techniques du ministère qui exercent leur mission au sein des fédérations sportives, hein, donc les conseillers techniques sportifs, avec un objectif qui est que nous puissions généraliser les plans de prévention dans toutes les fédérations sportives. Madame la ministre l'a dit dans son propos introductif, hein, aujourd'hui on a, on va dire, une vingtaine de fédérations qui ont finalisé des plans de prévention, une trentaine qui sont en cours d'élaboration, le plus souvent avec l'appui et dans le cadre de partenariats avec les associations que j'ai citées tout à l'heure. Donc, même si évidemment on peut se dire que les choses n'avancent peut-être pas suffisamment vite, on voit quand même un vrai progrès dans l'appropriation de ces thématiques-là par les fédérations sportives et leur déclinaison dans chacune des disciplines concernées. Pour terminer sur ce volet prévention, vous dire aussi qu'on inscrit notre travail dans des démarches à l'international. Je vous invite à
à vous référer, on le trouve sur Internet bien sûr, à un projet iProtect qui a été mis en place dans le cadre d'un projet Erasmus+, au niveau de l'Union européenne, d'un projet commun Espagne, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni et France, qui a permis justement de travailler là aussi sur des outils visant à labelliser des clubs qui ont mis finalement en exergue cette question de la protection de l'enfant, de la protection du jeune au cœur de leur projet associatif. Sur la déclinaison territoriale, nous pouvons en témoigner et rappeler toutes les fédérations qu'elles peuvent se saisir de vos outils, qu'on mettra bien sûr à disposition, mais qu'il existe aussi des CRIAFS, des centres ressources dans chaque région, des équipes de soins et de santé qui seront à même de venir compléter les ressources nécessaires. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la question finalement de la formation, parce que la formation constitue un enjeu majeur. Mais comment faire en sorte de généraliser l'acquisition de tous ces contenus qui viennent d'être créés, entre autres, par tous ceux qui évoluent auprès des sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels? Alors, peut-être juste, bien sûr, je vais répondre à votre question, mais dans le prolongement de votre précision, s'agissant des réseaux qui sont mobilisables dans le cadre de ces stratégies de prévention, il faut vraiment rappeler que, je vous le disais tout à l'heure, en 2007-2008, un certain nombre d'actions avaient été initiées et même si aujourd'hui, on peut regretter qu'elle n'ait pas perduré dans le temps sur tous les territoires, dans toutes les fédérations, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, sur certains territoires, et c'est d'ailleurs le cas en Languedoc-Roussillon, des actions de prévention et de formation ont été mises en place et sont récurrentes, sont inscrites dans, je dirais, une stratégie de territoire. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr, au-delà des partenariats nationaux qu'on a pu tisser et qui, pour certains, peuvent être déclinés au niveau territorial, c'est aussi que au niveau local, que ce soit les services de l'État, les fédérations, etc., puissent évidemment mobiliser l'ensemble des partenaires et de l'expertise au service de cette stratégie de prévention qui n'a pas vocation qu'à être définie au niveau national, bien sûr, et on se nourrit aussi au niveau national de toutes les expériences que vous avez pu conduire sur les territoires. Alors, s'agissant de la formation, la ministre a fixé un objectif extrêmement ambitieux puisqu'elle a indiqué qu'elle souhaitait désormais que la formation sur ces contenus en matière de prévention de violences sexuelles et de traitement des signalements soit aujourd'hui des formations obligatoires. Alors, c'est un chantier considérable parce que nous avons à traiter, pardon de le dire comme ça, mais le flux, c'est-à-dire les personnes qui aujourd'hui entrent en formation pour se destiner à des fonctions dans le champ du sport, mais nous avons aussi toutes les personnes qui sont aujourd'hui en fonction dans le monde du sport et qui n'ont pas toujours pu être formées sur ces questions. Alors, on travaille évidemment par étapes et ça va demander, vous vous en doutez bien, un petit peu de temps. Donc, s'agissant des stagiaires en formation des étudiants, nous avons aujourd'hui un travail réglementaire en cours au ministère pour faire évoluer les contenus de formation qui conduisent aux certifications professionnelles délivrées par l'État et les branches professionnelles. C'est à peu près 33 000 stagiaires par an. Nous avons également un travail à conduire qui n'a pour l'instant pas encore été engagé par mes soins avec la filière STAP, mais aussi en direction des professionnels de santé. Peut-être d'ailleurs pourrez-vous nous y aider. S'agissant des professionnels en activité, donc là on parle plutôt de la formation continue, nous avons mis en place, là aussi de manière partenariale, un comité éditorial qui associe l'ensemble des acteurs que j'ai cités tout à l'heure pour définir les contenus et les modalités de la formation. Et nous avons conclu, nous travaillons en partenariat avec l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences de la branche sport, qui associe, et c'est évidemment essentiel sur un sujet comme celui-là, les branches professionnelles et les représentants des employeurs et des salariés. Et l'AFDAS est l'opérateur de compétences commun au sport et à la culture. Et nous travaillons ensemble pour définir un cahier des charges
qui va permettre de conduire à la labellisation d'organismes de formation qui pourront dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national à compter de l'automne 2021. Alors l'enjeu est énorme, hein, puisque on estime à oui, au moins 500 000 salariés potentiellement concernés par cette formation. Donc autant dire que on est sur un déploiement au-delà de l'ambition, hein, qui va nécessiter un accompagnement très très fort dans les années qui viennent et non pas dans les mois qui viennent. Et puis bien sûr, j'insiste en matière de formation sur le rôle essentiel des fédérations sportives, notamment dans la formation de leurs bénévoles et dans les formations fédérales qu'elles mettent en place. À ce titre, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, certaines fédérations aujourd'hui sont résolument engagées, hein, dans ces stratégies de formation et n'ont pas attendu, et c'est heureux, que le ministère impulse avec des contenus, je dirais, standardisés au niveau national et travaille avec les associations pour proposer ces formations. Nous sommes bien sûr sur ces questions en réflexion aussi sur les sujets de validation et de certification, hein, des formations. Bon, c'est un sujet un petit peu complexe, notamment quand on parle de formation continue, mais en tout cas, on souhaiterait orienter nos travaux vers cela. Donc, nous n'en sommes, vous l'aurez compris, qu'au début, si je peux le dire comme ça. Sérieusement entamé quand même. Comment ? Un début sérieusement entamé quand même. Oui, oui, je pense qu'on peut le dire, mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on peut observer, et vous en êtes d'ailleurs les témoins et les acteurs, que on a quand même de plus en plus d'initiatives qui sont prises aujourd'hui pour partager ce dont nous parlons aujourd'hui et faire connaître justement les avancées et faire en sorte qu'il y ait une appropriation, j'y tiens beaucoup évidemment, des outils que nous avons collectivement construits. Un très très grand merci. Alors, je vais vous laisser ensuite conclure brièvement, mais je redis que tous les outils seront à disposition pour l'ensemble des participants, que les CRIAVS peuvent être des ressources pour les fédérations qui souhaitent aussi développer des actions, qu'il y a beaucoup d'associations sur le terrain qui sont aussi autant de relais locaux. Et juste pour vous laisser conclure, je prendrai la main ensuite pour vous expliquer la suite. Vous remercier d'emblée Fabienne Bourdet pour cette présentation très claire et toute l'énergie mise en œuvre par l'équipe ministérielle pour participer ensemble à la lutte contre les violences, en particulier les violences sexuelles. Quelques mots pour conclure avant la table ronde ? Oui, vous dire aussi que c'est une grande satisfaction de voir que la fiction s'empare de nos sujets. Le ministère soutient aujourd'hui un film qu'on va enfin pouvoir voir dans les salles, qui est le film Slalom de Charlène Favier, qui me semble être un formidable vecteur de prévention sur nos sujets. Et je vous invite tous, quand on va pouvoir retrouver les salles de cinéma, à aller voir ce film, qui est vraiment un bon moment de cinéma, mais aussi qui traduit extrêmement bien tous les sujets dont on a parlé depuis ce matin. Vous dire aussi le grand intérêt que j'ai eu de participer à vos travaux, et même si ce n'est pas terminé. Et vraiment, je voulais vous remercier pour toutes les interventions de ce matin. Les propos étaient vraiment très éclairants, avec un croisement des regards, et ça, c'est particulièrement stimulant. Et puis, je terminerai pour vous dire que je souhaite vraiment que les initiatives telles que celles que vous avez prises, qui permettent de faire connaître ce qui est fait, non pas par le ministère, mais par l'écosystème, encore une fois, du sport, hein, dans toute sa diversité et sa complexité, pour faire connaître ce qui est fait, ce qui est engagé auprès du grand public, puisse être
relayées et que les initiatives particulièrement réussies puissent être valorisées. On a aujourd'hui beaucoup de mal à communiquer, hein, je le dis d'ailleurs à l'issue de la Convention nationale du 2 avril, on voit que, y compris dans ce qui est repris des informations qui ont été communiquées à cette occasion, on communique beaucoup sur les chiffres, sur les données statistiques, etc., mais qu'on a beaucoup de mal à communiquer sur les actions de prévention. Et elles sont nombreuses grâce à l'ensemble des acteurs, et je pense qu'il faut vraiment qu'on entre dans une phase aussi d'encouragement des initiatives avec l'objectif évidemment qu'elles puissent se généraliser. Je vous remercie en tout cas de m'avoir conviée. Alors, un grand merci. On va pouvoir reprendre d'ici quelques minutes après une courte pause et la diffusion en avant-première de la bande-annonce du film Slalom. Fabienne, vous êtes parfaite puisque vous venez de faire le lien. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche pour présenter quasi exclusivité cette bande-annonce. Ensuite, on prendra quelques minutes de pause pour reprendre ensemble sur la table ronde. Sébastien Boye est déjà sur les starting blocks derrière son écran et nos collègues sont présents sur site. Nous vous prions de nous excuser pour les petits incidents techniques, hein. On essuie un petit peu les plâtres. On est ici directement au CHU dans la tour de contrôle et donc du coup désolé pour ces petits incidents techniques et un son parfois de qualité médiocre avec la perceuse, avec le chantier en cours, mais on continue d'avancer ensemble malgré les aléas. Et encore une fois, un grand merci pour votre participation. La bande-annonce du film et ensuite, on reprendra ensemble sur la table ronde et c'est le docteur Céline Baïs, responsable du CRIAVS, qui va animer cette table ronde. N'hésitez pas à poser des questions via le chat. Il y a des personnes qui sont en direct pour pouvoir réceptionner ces questions et puis les transmettre aux différents orateurs. Fabienne Bourdet restera avec nous sur la table ronde si vous avez des questions à lui poser. Et Sébastien Boye vient de nous rejoindre et nous sommes avec les Montpelliérains prêts à vous accueillir pour la table ronde après la bande-annonce du film Slalom. Merci. Il a presque 15 ans. Je ne sais pas si ça marche. Hein. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements. Tu veux tout là? Franck, je crevais, je m'écroule. Ouais, mec, arrive moi, tu sais quoi, j'ai l'équipe de France. Je pense que tu n'as rien à foutre ici. Et sans faire ça, tu Tu vois, je te l'avais dit. Hein, c'est ça que tu dirais pas. Non, mais pas oublier. There's a place? Non, non, oui.